La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le D12. Encore 2 semaines et l'année 2019 appartiendra à l'histoire. Que va-t-il se passer dans les 2 dernières semaines au Togo et dans le monde? Les fêtes de fin d'année vont probablement partager le temps et l'espace avec les pressions terroristes et politiques. Il est désormais loin le temps où les échos des attentats de Bagdad, de Kaboul ou d'Islamabad paraissaient comme des fictions tirées des imaginations de lointains réalisateurs de cinéma. Le terrorisme est là, en face. Il est là au Burkina Faso, au Mali, au Nigeria et au Niger. Cette semaine, ce sont 71 soldats nigériens qui ont trouvé la mort sous les balles assassines. Quelles sont en réalité les revendications des insurgés? Comment la lutte contre le terrorisme pourrait-elle allier sécurité des populations et respect des droits de l'homme? Il y a quelques jours seulement, c'était la célébration de la 71e journée mondiale des droits de l'homme. Il est certain que torture, mauvais traitement, restrictions aux libertés, non-respect des droits des personnes âgées ou handicapées continuent de donner une nouvelle vie aux différents mécanismes de protection des droits humains. Quel regard porte-t-on sur les droits de l'homme au Togo? En mars 2020, le gouvernement togolais sera à nouveau à Genève devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Il s'agira de l'examen du 5e rapport. Cet examen aura lieu au lendemain de la désignation du nouveau chef de l'État du Togo. Quelle influence cet examen pourrait-il avoir sur les engagements des acteurs politiques à respecter les thèmes des traités et pactes portant droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels? Au Togo, les droits civils et politiques sont les plus connus puisque les Togolais ont notamment le droit de vote. Le gouvernement, la commission électorale, les partis politiques, les associations, les médias et les personnalités indépendantes donnent corps au nouveau processus électoral. À la pointe de l'organisation, la CENI, le 27 décembre prochain, elle va commencer par recevoir les candidatures. 13 postulants sont déjà annoncés. Ils convoient tous le fauteuil de Fogna Singbe. Le nom du président maquille diverses pancartes. Des populations de l'Est Mono, après celle de Blita, Presse Unie a investi le candidat naturel. Fogna Singbe se ferait-il ainsi désirer? À quoi riment en réalité les manifestations de rue? Quand on fait allusion à la rue au Togo, les champions restent les opposants. Les derniers records ont été battus par la C14. La coalition était à la recherche de 7 milliards de francs CFA. C'est Monseigneur Philippe Fanoko Podro qui a dit l'homélie sont tirés du processus électoral, les versets portant sur les efforts pour obtenir l'alternance politique au Togo. C'est Madame Brigitte Adjambagbo Johnson, coordinatrice de la C14, qui est notre invitée. Pour la série des 10 ans des rendez-vous politiques de dimanche, nous poursuivons avec encore un groupe d'auditeurs en studio. Ils auront le temps pour poser leurs questions. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs et auditrices, mais bonjour aussi à mes compatriotes qui m'entourent ici dans ce studio et j'en suis très heureuse. Comment vous sentez? Eh bien, je me sens physiquement pas très bien, mais je vous assure que depuis que je suis rentré dans ce studio, le contact avec mes compatriotes, mais aussi la perspective de pouvoir communiquer avec les auditeurs et auditrices de Pyramide, tout ça m'a regardé. Voilà. La C14 c'est aujourd'hui avec moins de partis politiques. Il y a encore quelques temps, vous étiez encore plus nombreux. Est-ce que quelque part, ça influence la détermination ou non de la coordinatrice? Ça renforce. Ça renforce la détermination. Une détermination pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, mais une détermination aussi à créer les conditions pour que, à nouveau, le maximum de forces démocratiques convaincues de la nécessité de provoquer l'alternance au Togo, pour enfin commencer à construire véritablement une démocratie et un état de droit, eh bien, c'est une détermination à faire en sorte que tous ces acteurs-là se remettent ensemble. Mais comment vit-on ce qui peut s'apparenter à une certaine divorce? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Mme Brigitte Adjambagbo, ou quand on fait allusion à l'opposition du Togo, il y a cette image qui parcourt en cours les réseaux sociaux, celle sur laquelle on vous voit avec Tipi Achadam, avec Jean-Pierre Fabre. C'était au bas-fond en 2017, si ma mémoire est bonne. Comment on vit cette situation-là?
Mais je la vis mal et je sais que les Togolais aussi la vivent mal. Mais je me dis, ça fait partie des péripéties de la lutte et je pense que nous approchons du moment où tous les acteurs devraient se ressaisir, se rapprocher pour que nous abordions ensemble dans l'unité, que nous abordions l'échéance électorale de 2020 qui devrait nous permettre de provoquer l'alternance une première fois après presque 6 ans de décennies de gouvernance de ce pays par la même 6 décennies de gouvernance de ce pays par la même famille et les mêmes acteurs. On prend les mêmes et on recommence. Et pendant ce temps, le peuple s'enfonce dans la misère. Que dis-je? On l'enfonce dans la misère malgré tout ce qu'on fait pour faire croire qu'on veut lutter contre la pauvreté. Personne ne se leurre, le peuple ne se leurre pas. Et je pense que même des observateurs étrangers ne se leurrent pas. Tenez, la dernière fois, j'ai entendu quelqu'un dire à propos du FNFI, c'est un fonds d'entretien de la pauvreté. C'est pas un Togolais. Pourtant, c'est quelque chose que nous avons toujours dit et dénoncé. On fait semblant de travailler pour le bien des Togolais, mais en réalité, on n'a que le souci de se maintenir au pouvoir et les maintenir se maintenir au pouvoir en appui. Nous parlerons de ceux qui sont là dans un instant, madame. Nous parlerons de ceux qui sont là dans un instant, puisque vous aurez le temps de porter votre regard sur la gouvernance actuelle, mais nous allons, comme depuis quelques semaines, parler des droits de l'homme pour commencer cette émission, et notamment de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous vous rappelez, cette commission s'était invitée dans un dossier qui était dit dossier des braqueurs tués dans la zone portuaire. La CNDH s'était invitée dans ce dossier parce que les familles de ces braqueurs présumés avaient prétendu que leurs parents avaient été enlevés par les forces de l'ordre. La CNDH s'était invitée, tout le monde avait applaudi. Presque 6 mois, et on n'entend plus rien. Qu'est-ce que vous voulez dire en ce moment, puisque sans doute que des responsables de la CNDH nous écoutent. Cette semaine, on a surtout célébré les droits de l'homme. Eh bien, écoutez, ce que moi je voudrais dire, c'est que effectivement, je me souviens, nous avons apprécié que la CNDH se soit saisie de ce dossier-là pour que la vérité soit faite, parce que en principe, c'est son rôle de veiller à ce qu'il n'y ait pas de violation des droits de l'homme au Togo et que les victimes éventuelles puissent obtenir réparation. Nous avions applaudi. Mais le constat que je fais plusieurs mois après, c'est que cette prise de position s'apparente plus à des velléités qu'à un courage réel et une responsabilité pour assumer son indépendance, je veux dire l'indépendance des femmes et des hommes qui animent cette commission-là. Et c'est aussi l'un des problèmes que nous avons au Togo. Quand vous avez un système qui est fait de telle sorte que, oui, on peut comprendre que ceux qui sont à la tête d'institutions qui sont censées être au service de la République, quand on constate qu'ils ont peur, mais c'est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils n'aient pas le courage de dépasser cette peur-là et d'assumer leur responsabilité telle qu'elle est attendue d'eux. Et on ne peut que déplorer et exhorter la CNDH à assumer véritablement ses responsabilités et à redonner confiance aux Togolais. On sait, les Togolais n'ont pas confiance en leurs institutions parce que toutes sont verrouillées et sont au service d'un système. Mais visiblement, il y a cette question aussi, quand on évoque les droits de l'homme au Togo. Je sais que, je ne sais pas si vous continuez à être active dans les mouvements des femmes, mais les acteurs politiques togolais, on les entend
de moins en moins évoquer les questions directement liées aux droits de l'homme au Togo. Non, non, je pense que c'est ce qui donne l'impression, c'est que par essence, les acteurs politiques sont amenés à s'occuper de politique. Mais il se fait par ailleurs que le champ politique lui-même est plein de défis, hein, plein de sujets qui interpellent les acteurs politiques, et du coup, on consacre plus de temps à parler de politique dans ce contexte de déficit démocratique où on en est encore à se battre pour qu'il y ait une démocratie réelle. Mais heureusement que, en dehors des acteurs politiques, il y a d'autres acteurs dont la particularité, c'est de s'occuper de la question des droits de l'homme. Nous travaillons avec eux, nous échangeons avec eux, nous discutons avec eux. Le fond de l'histoire, c'est que nous avons face à un régime qui n'a pas la volonté politique de reconnaître véritablement les droits de l'homme et de les respecter. C'est tout. On pose des actes au quotidien qui sont des actes de violation des droits de l'homme, qui vous défient. Ce dimanche, et après avoir parlé des droits de l'homme, nous avons évoqué le Seigneur, puisque les Togolais vont rendre gloire et témoigner leur reconnaissance au Dieu créateur du ciel et de la terre à travers la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Les fidèles du Christ vont se retrouver tout à l'heure au stade municipal de Lomé, sans doute en présence du chef de l'État. Madame, est-ce que vous serez au rendez-vous? Je ne peux jamais m'associer à ce qui est une comédie. Je suis chrétienne et catholique, et je sais en tant que telle que Dieu, que Jésus n'aime pas les ingrats, n'aime pas l'ingratitude. On a des passages de la Bible qui peuvent appuyer cette thèse. Et donc, je suis encline, moi aussi, à rendre grâce au quotidien à mon Dieu. Et je peux concevoir que ce genre d'initiative existe au niveau national, où en harmonie, le peuple et ses dirigeants choisissent une journée dans l'année pour rendre grâce à Dieu au nom du pays. Mais ce que je voulais dire, je suis convaincu que ce genre d'action, qui n'est que de la poudre aux yeux, de la propagande politique, encore une fois, ne peut prospérer auprès de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas la division. Vous êtes dirigeant et vous prétendez inviter un peuple à rendre grâce à Dieu avec vous, mais au même moment, vous faites la sourde oreille par rapport au désirata de ce peuple qui vous dit « Nous n'avons rien contre vous, mais de grâce, nous voulons la démocratie. Cédez, laissez le pouvoir. De toutes vos manières, les manœuvres, la violence dont vous usez pour garder le pouvoir, changez de cœur. » C'est de ça qu'il est question. Quand on connaît Dieu et qu'on sait qu'on doit rendre grâce à Dieu, c'est d'abord à son cœur que ce genre de souhait exprimé par le peuple doit parler. Et donc, vous faites la sourde oreille, vous refusez d'y accéder, vous continuez à appauvrir tous les jours ce peuple. Vous êtes insensible à ses souffrances, et puis, en fin d'année, vous utilisez l'argent public pour louer des bus climatisés. Mais vous êtes déjà rentré dans ces bus-là? Vous êtes déjà rentré dans ces bus? Non, je n'y suis pas rentré. Mais moi j'ai vu des bus qui ne sont pas climatisés. Ah ben écoutez, moi j'en ai vu, je sais. Je sais qu'il y en a. D'ailleurs, dans les communiqués, j'ai écouté des communiqués dans lesquels on dit que ces bus sont climatisés. Madame, quelle aurait été la meilleure formule? La meilleure formule, si on ne voulait pas être hypocrite et bluffé, ça aurait été de se dire on est en 2019, c'est bientôt la fin de l'année. Ça fait des années que ce peuple attend de moi un certain nombre de choses. Il faut que j'accède à ces desiderata pour que
on soit en harmonie, en symbiose, et qu'ensemble on puisse rendre grâce à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Hein. Non, mais en fait, Dieu, il est lent à réagir. Mais c'est clair. Attention, hein. C'est clair, quand vous quand vous évoquez Dieu, que vous dites que les prières qui sont celles qui vont être adressées ne vont pas prospérer, dans certains milieux, on peut vous dire quand même que Dieu écoute les prières du Togo, puisque quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la sous-région, le Togo est relativement épargné, madame. Bien sûr que Dieu écoute les prières du Togo. Bien sûr que Dieu aime le Togo. Mais Dieu n'écoute pas ces prières-là qui sont instrumentalisées encore une fois. Tout comme le régime. Mais qui vous le dit, puisque madame, on est dans un monde, ou bien dans un domaine qui n'est pas cerné par les hommes. Le domaine spirituel, le domaine... Oui. Mais quand on connaît Dieu, quand on décide de cheminer avec Dieu, il y a une manière de fonctionner de Dieu qu'on doit connaître. Quand tu vas prier, tu te mets devant ton Dieu, eh bien, fais une introspection et demande si ta manière de vivre, de te comporter, si elle est exactement en harmonie avec la parole de Dieu. Et si elle ne l'est pas, on nous a enseigné, en tant que catholique, tu commences à reconnaître tes fautes, à demander pardon. Et il ne suffit pas de tous les jours demander pardon et de ne rien faire. Hein, et à t'engager à faire l'effort de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Je le sais. Je le sais, on n'a pas besoin d'être... C'est clair que c'est une politique qui parle. Cet après-midi au stade municipal de Lomé, on aura des... C'est d'abord une chrétienne catholique qui parle. Ce qui est certain, c'est d'abord parce que, avant de prier avec qui que ce soit, je sais que le b.a.-ba est que je sois en harmonie avec cette personne. La Bible dit, si je sais que cette personne a quelque chose contre moi, hein, que j'aille d'abord voir cette personne et faire en sorte que les problèmes que nous avons soient réglés. Ensuite, nous pourrons prier Dieu et louer Dieu dans la sincérité. Ce qui est certain, cet après-midi au stade municipal de Lomé, il va avoir beaucoup de pasteurs qui vont intercéder pour le Togo. Oh ben ouais, on sait. Mais ça aussi, vous ne croyez pas? C'est des pasteurs qu'on connaît. Hein. Non, mais en fait, c'est un peu comme... On peut se demander les intérêts de qui ils servent vraiment. D'abord leurs propres intérêts. C'est pas les intérêts du Togo. Puisqu'au final, quand on fait le bilan, madame, quand on fait le bilan à la fin de cette année, le Togo, c'est quand même zéro attentat. Le Togo, c'est un pays relativement préservé. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans la sous-région, on peut se le mettre sur le registre des prières de ces pasteurs-là. Non. Des prières des Togolais qui sont sincères. Qu'ils soient pasteurs, prêtres ou pas, des Togolais qui sont sincères et que Dieu exauce. Il est difficile même de savoir si quelqu'un est sincère ou pas, puisque là aussi il n'y a pas d'instrument. Dieu lui sait. Il sait, c'est pourquoi il préserve le Togo. Oui, à cause des prières des gens qui sont sincères, de ses fils qui sont sincères, et de sa miséricorde aussi. C'est un Dieu très miséricordieux. Ce qui est certain, on sait que le Togo est divisé, même pour prier, les Togolais sont divisés. Voyez-vous, vous arrivez à la même conclusion que moi. Nous allons parler de politique, puisque vous êtes là également et pour nous parler de la C14. Des ambitions de la C14, puisque bientôt c'est l'élection présidentielle et les candidats se bousculent, madame. C'est la première fois qu'on voit autant de candidats se bousculer pour prendre le fauteuil du chef de l'État. Moi, je peux dire que c'est à la fois un signe du désir profond des Togolais de vivre en démocratie et d'être utile pour leur pays. Mais en même temps, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand on voit, on se dit parfois il y a une légèreté. Mais on se dit aussi par rapport à ce contexte dans lequel nous vivons, où il n'y a pas encore de démocratie, où il s'agit d'aller à la quête de la démocratie, pas à la quête du pouvoir,
En fait, c'est ça le problème qu'il y a entre ceux qui veulent le changement au Togo. Il y en a qui veulent le changement pour accéder au pouvoir, tandis que coûte, tandis qu'il y en a qui comprennent que les conditions ne sont pas réunies encore pour accéder, vouloir rechercher le pouvoir pour soi, mais qu'il faut se mettre ensemble pour créer ces conditions et ensuite laisser la compétition normale qui s'instaure entre acteurs politiques quand on est en démocratie. Et donc, c'est un peu ça qui m'inquiète. Mais je me dis, quelque part, je suis rassuré aussi. Je suis rassuré parce que il y a la C14, comme vous le savez, qui est cette force politique qui porte aujourd'hui cette idée-là que nous devons d'abord réunir les conditions de la démocratie, ouvrir la voie à la démocratie, plutôt que de chercher à accéder au pouvoir pour soi-même ou son parti coûte que coûte. Mais en plus, il y a cette autorité morale et religieuse qui pour nous est une chance. C'est-à-dire Monseigneur, qui lui aussi, tout en n'étant pas acteur politique, suit la vie politique, suit le combat que nous avons commencé à mener depuis les années 90 et bien plus a été amené à jouer des rôles de premier plan avant de se retirer. C'est une grâce qu'il ne se soit pas désintéressé de la situation politique et qu'aujourd'hui, il affirme, il montre la voie de l'alternance qui est celle de l'unicité de candidat. Vous évoquez là, Monseigneur Philippe Pancok-Bodjuro. Je ne sais pas si je dois revenir sur le débat que nous menons il y a un instant, puisque vous semblez dénier au pasteur le droit ou la capacité à prier sereinement et vraiment fidèlement pour certains Togolais. Là, vous parlez de Monseigneur Philippe Pancok-Bodjuro. Lui aussi, il est taxé de prendre parti et de prier pour certains. Non, c'est par mauvaise foi qu'on peut le considérer comme étant partisan ou étant politique tout simplement. Le sens de son engagement est clair, il le dit, il ne veut pas le pouvoir. Depuis quand il vous a dit qu'il veut le pouvoir ou qu'il veut vivre comme, comment dirais-je, vivre en étant aux côtés des tenants du pouvoir, de ceux qui ont les ressources publiques et recevoir les miettes qu'ils veulent bien vous donner. Il a dit, ce qu'il veut, c'est faire en sorte que son pays, qu'il aime beaucoup, que les Togolais, qu'il considère lui avoir été confiés par son Dieu en tant que prélat, eh bien, que ces Togolais là aussi soient dans le bonheur. Donc, il faut être vraiment de mauvaise foi pour lui faire ce procès. Quand il veut la démocratie, elle profite à tout le monde. À ceux qui sont contre, parce que je suppose qu'ils sont contre par mauvaise appréciation ou ignorance. Dans tous les cas, ça leur profite aussi bien qu'à ceux qui ont vu clair dès le début et qui... Est-ce que c'est pas une lecture politique ce que vous êtes en train de faire? Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas une lecture politique. C'est une lecture, au contraire, même objective. Même partisane? Non, pas du tout. Partisane? Non, elle n'est pas du tout partisane. Elle n'est pas partisane parce que je vous l'ai dit, ce qui me motive en ce moment à agir, ce n'est pas la recherche des intérêts partisans. Ce n'est pas la recherche de la CDPA à la tête de laquelle je suis depuis quelques années. Non. C'est faire en sorte que la démocratie s'installe véritablement enfin au Togo. Et c'est d'ailleurs pour ça que la C14 a compris qu'il faut véritablement un partenariat avec Monseigneur en tant qu'autorité morale et religieuse pour que, et un partenariat également avec la société civile et tous les partis politiques pour qu'ensemble nous puissions achever
la tâche énorme que nous avons devant nous, qui est de faire en sorte que enfin on voit à la tête de ce pays d'autres personnes. Mais ce ne sera pas une fin en soi. Et je voulais ouvrir une parenthèse ici pour dire, je ne comprends pas pourquoi on n'accorde pas plus d'importance au fonds lancé par Monseigneur que celle d'une initiative perçue tout simplement pour rassembler de l'argent, réunir de l'argent. C'est très profond. Nous parlerons de ces fonds-là. Nous parlerons de l'initiative dans un instant. Eh bien, je veux bien. Nous parlerons de cette initiative. Mais avant cette initiative-là, les Togolais continuent pas à se poser cette question, à savoir, oui, demain vous mobiliserez des fonds, mais vous n'avez pas de candidat, puisque jusque-là, la CDPA non, plutôt la C14 n'a pas de candidat. On ne sait pas quel candidat la CDPA finira par soutenir. Est-ce que ce sera finalement Pierre Kwekpoda? La CDPA soutiendra le candidat des forces démocratiques. Le candidat qui sera annoncé au peuple. Et nous nous mettrons ensemble autour. Mais pourquoi autant de mystère? Pourquoi autant de mystère? Nous sommes à 2 mois de l'élection. Pourquoi autant de mystère? L'enjeu est crucial. L'enjeu est crucial. Vous savez à quel régime nous avons affaire? Le problème est complexe. Il faut voir tous les paramètres. Mais vous avez peur qu'il soit récupéré? Récupérer, ça m'étonnerait parce que c'est sur des bases solides. Mais vous savez, on ne peut pas exclure quand on connaît, on sait à qui on a affaire. On pourrait chercher à le mais est-ce à l'abattre. Est-ce qu'il s'est déjà déclaré au moins? Est-ce qu'il s'est déjà déclaré au moins? Mais attendez, monsieur le directeur, le moment viendra où vous saurez qui est ce candidat. Et c'est un domaine dans lequel nous devons tous faire preuve de sens de responsabilité en n'obligeant pas à ce qu'on donne des informations de manière inopportune. Je comprends l'impatience des Togolais, je sais, et moi aussi je suis très impatiente qu'on arrive à ce stade-là et qu'on puisse aller de l'avant dès qu'on aura choisi ce candidat. Mais ce que je demande, c'est juste encore un peu de patience. Et ce que je demande, c'est de ne pas se dire « Ah, ce candidat-là, on ne le voit même plus. » Alors que les autres, ils sont tous les jours, ils se mobilisent mon œil à coup d'argent. Vous êtes en train de faire des... qu'on distribue. Et puis, est-ce qu'on est en démocratie? En démocratie, vous savez, c'est quand même curieux. C'est à quoi nous assistons ces jours-ci, où vous avez des supposés militants d'un parti qui ne s'expriment pas dans le cadre de leur parti, qu'ils veuillent être écoutés par leur premier responsable. C'est normal. Mais il devrait y avoir dans tout parti un espace pour que les militants s'adressent à leur... Je fais allusion à UNIR, dont les militants sont dans la rue ces derniers temps, soi-disant, pour est-ce que c'est pas une option? Est-ce que c'est pas une option? À leur champion. Est-ce que c'est pas une option, madame? Est-ce qu'il faut en déduire qu'il n'y a pas d'espace au sein d'UNIR pour écouter les militants? Dans tous les cas, c'est des manœuvres qui paraissent archaïques et ridicules. Bien, merci. On connaît ça. Bien, merci. Nous venons de passer 30 minutes ensemble, madame. Je vous ai dit à l'entame de cette émission que nous célébrons aussi 10 ans d'émission politique depuis Nana FM. Et après 30 minutes, nous allons faire un retour sur le passé avec un certain nombre d'acteurs que nous avions dû recevoir entre 2011 et 2013. Nous allons écouter un premier passage.
Maou Venounye, Venounye, Maou Venounye, 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 Maou Venounye, Miabetogo Nipa Megabou. C'est dans ce sens-là. C'est comment dirais-je, c'est fondateur. Oui, ils avaient une conception mystique de la liberté, du combat, etc. Il y en a qui ils ont sacrifié leur vie pour. Il y a un ministre d'État qui vient du RPT, un ministre d'État qui vient de l'UFC. Donc c'est un équilibre qu'il fallait peut-être mettre en place. Donc ce n'est pas la peine de tirailler sur cela, ça n'a pas d'incidence particulière, sauf que bon, il faut permettre à ce que l'UFC qui a signé l'accord et le RPT qui a signé également cet accord puissent veiller aussi à la bonne exécution. Et quand vous parlez de couple UFC-RPT, je crois que ça peut trop dire. Peut-être moi je dirais comment se porte, n'est-ce pas, la collaboration au niveau du gouvernement entre les ministres UFC et les ministres RPT et les autres ministres, parce qu'on n'en parle pas. Il y a des ministres qui sont venus de la société civile et d'autres partis politiques auxquels on ne fait jamais allusion. Mais je crois que ça se passe très bien. Puis la plupart d'entre vous, dans un premier temps, avaient tendance de dire que l'UFC n'existe plus et que c'est maintenant l'ANC. Eh bien, je pense que ceux qui tenaient ce langage sont déçus, terriblement déçus. Mais parce que les populations sortent. Et je ne vois pas pour quelle raison les populations ne vont pas sortir. L'UFC constitue la seconde force politique dans ce pays. C'est indéniable, c'est indiscutable. La crise qui avait secoué le parti avait été planifiée par les dissidents. Ils avaient planifié également l'attaque médiatique pour détruire le président du parti et prendre sa place et devenir ainsi l'opposant charismatique devant le parti au pouvoir. Ils ne savent pas, ils ne se réalisent pas que ça ne se décrète pas. Entre février 2008 où je quitte l'armée et septembre 2011 où je quitte définitivement l'armée et aujourd'hui, hier le 28, il y a eu toute une progression. Disons que j'ai commencé d'abord à être ce qu'on appelle un acteur du débat public. J'écrivais sur mon blog beaucoup de tribunes et ensuite de mon blog j'ai commencé à envoyer certaines tribunes dans la presse. J'ai eu la chance, et en cela je dois remercier tous les journalistes, que ce soit la radio, la télé ou bien de la presse écrite. J'ai eu la chance d'avoir une certaine audience. Et au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que certaines des choses que je disais recevaient un écho favorable. Et je me suis aussi rendu compte, et ça aussi il faut le dire, qu'aujourd'hui le Togo traverse une phase de son histoire qui est un peu malheureuse et qui est caractérisée par l'immobilisme. Moi, vous savez, j'avais 15 ans en 90, j'étais à l'époque au collège protestant et je me souviens avoir aussi, comme tous les jeunes de mon âge, j'habitais chez Bévito à l'époque, être allé aux barricades, comme on le disait. Nous devons faire en sorte que lorsque des Togolais ont des revendications, ont des préoccupations, sont légitimes, le plus souvent. Là, on parlait tout à l'heure des étudiants, on pourrait parler des fonctionnaires. On peut aussi parler des partis politiques qui peuvent demander un certain nombre de choses, de réformes, qui peuvent demander le dialogue. Mais ça ne doit pas se transformer en acte de violence, en acte d'agression, en attaque contre les personnes. Monsieur le ministre, quand on revient... C'est pour vous dire que, et après ces dérapages, après ces débordements, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les responsables du collectif Seconde le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel non seulement ont assumé la paternité des dégradations, des appels à la violence, des débordements qui ont eu lieu le premier jour, mais en plus encouragent les jeunes et leurs sympathisants et militants à continuer. Je voudrais dire au ministre qu'il est contesté à 90% des Togolais. Qui le fait, je dois lui faire savoir qu'il a une mauvaise langue. Quelqu'un qui est assis chez lui à Blogamé et qui me dit que je suis contesté par 90% des Togolais. Quelle réponse vous voulez que j'apporte à ce genre de propos? C'était un retour sur le passé entre 2011 et 2013. Madame, vous avez écouté sans doute ces différents intervenants. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Est-ce que vous reconnaissez les voix?
je reconnais, il y a des voix que je reconnais. Vous avez reconnu qui, par exemple? La dernière personne qui vient de parler, M. Bawara, on ne peut pas ne pas le reconnaître. On ne peut pas ne pas le reconnaître. J'ai reconnu Jerry Tama, j'ai reconnu... par contre, je crois avoir entendu aussi des acteurs de l'UFC. Voilà. Moi, Bien, vous allez quand même sur ce que vous avez entendu. Je vais vous demander ce que vous retenez, mais je vous dis qu'on a entendu successivement, on a écouté successivement Godwin Tété, c'est l'historien qui est un cadre de l'Union des forces de changement, puis passé à l'ANC. On a écouté par la suite le ministre Solito Kieso, il intervenait à l'époque en tant que secrétaire général du Rassemblement du peuple togolais. Et puis après, Dimon Auré, à cette époque-là, il était à l'Union des forces de changement. Et puis par la suite, Jerry Tama et puis le ministre Gilbert Bawara. Ben écoutez, quel commentaire. Je pense que sur un sujet de fond, qui est celui de la scission qu'il y a eu au sein de l'UFC, je voudrais dire en tant qu'acteur politique qu'on ne peut que regretter ce genre d'événements, ce genre de situation, dans la mesure où à chaque fois qu'une composante des forces démocratiques s'affaiblit, eh bien, c'est l'ensemble des forces qui s'affaiblit. Maintenant, en ce qui concerne l'œuvre que vous accomplissez, je ne peux que vous féliciter pour les efforts que vous faites dans ce contexte-là où on n'a pas une culture de débat démocratique, de débat politique surtout. Vous nous faites avancer petit à petit, même s'il faut reconnaître qu'on a encore beaucoup de progrès à faire parce que on est dans un pays où on a l'impression qu'il y a une catégorie d'acteurs qui ne voient pas la nécessité de s'exprimer aux populations sur les médias et de se confronter à d'autres avis. Ils le font sans doute parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas là parce qu'ils sont élus et qu'ils n'ont pas besoin d'être élus pour se maintenir. Donc c'est un mépris total pour les populations. C'est peut-être aussi un peu par peur de devoir affronter la contradiction, les questionnements. Mais je ne peux que vous encourager à aller de l'avant. Merci beaucoup. C'est sans doute que la question du débat fait partie des défis que le Togo doit pouvoir relever. C'est vrai qu'il est difficile d'organiser dans le contexte togolais des débats entre acteurs politiques issus de différentes tendances. Madame, dans un instant, nous aurons les questions des auditeurs. Il y a certains qui sont également avec nous dans le studio. Mais revenons sur cette histoire de mobilisation de fonds. Je vous donne la parole pour nous expliquer en réalité ce que vous voulez, ce que vous allez faire avec cette manne si éventuellement on arrive à la mobiliser. Madame, allez-y. Merci beaucoup. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'attention le texte à travers lequel Monseigneur a présenté ce fonds. Et j'ai tout de suite compris ce que j'ai capté, c'est que en mettant en place ce fonds, eh bien, le prélat ne se met pas dans une logique de court terme. Il a une vision. Il projette le combat des Togolais sur 3 décennies au moins, puisqu'il nous dit c'est un fonds qui va être instauré pour 30 ans. Et le premier objectif du fonds, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'il y ait alternance. Et il dit, il croit que cette alternance-là ne peut intervenir que si nous arrivons à choisir un candidat unique. Donc le fonds sera destiné non seulement à faire la campagne du candidat unique, mais à prendre des mesures de vigilance aussi pour que ce à quoi nous assistons tout le temps
à chaque élection ne se répète. Et au titre de ces mesures de vigilance, il parle des délégués qui doivent être nécessairement dans les 9000 bureaux de vote, qui doivent être des délégués de qualité, mais qui doivent avoir aussi toute la logistique qu'il faut pour qu'ils fassent leur travail dans les meilleures conditions. Il parle, oh là là, mais là c'est vraiment un défi, de mettre en place autour de chaque bureau des comités de vigilance citoyenne. Mais c'est une innovation qui, à mon avis, permettra de répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés à chaque scrutin, où on a l'impression que le régime fait ce qu'il fait parce qu'après avoir déposé leur bulletin dans les urnes, eh bien, les citoyens se désintéressent de la manière dont le processus est géré jusqu'à l'annonce des résultats. Donc tout ça est pris en compte. C'est la première composante. Et la deuxième composante, qui me paraît à mon avis aussi importante, je ne vais pas dire plus importante, parce que la première est une condition sine qua non. Au moins qu'on change les hommes et les femmes qui sont là-bas. Mais une fois qu'on aura fait ça, eh bien, ce ne sera pas une fin en soi. Ça ne voudra pas dire que nous avons déjà réalisé, atteint notre but. Il a compris qu'il faut continuer à agir pour asseoir durablement la démocratie, asseoir une culture de démocratie. Et il dit, ce fonds servira également à mener toutes les actions qu'il faut d'éducation civique, éducation à la citoyenneté, pour que les Togolais connaissent leurs droits, comprennent leurs droits, et d'éducation à la gouvernance, pour que les Togolais puissent participer à la gouvernance, questionner les dirigeants. Dites-moi, combien d'entités, que ce soit de la société civile ou de partis politiques, arrivent à s'occuper de cette tâche d'éducation citoyenne en ce moment? Je reconnais humblement, en tant que parti politique, que nous n'arrivons pas à le faire parce que nous sommes amenés jusqu'ici à gérer le plus pressé. Et le plus pressé, c'est répondre aux défis politiques. Mais maintenant, la société civile, j'observe que de temps en temps, nous avons des partenaires du Togo qui donnent quelques miettes pour faire du saupoudrage à l'approche des élections. On dit on va faire un peu d'éducation civique des citoyens, et si on arrive à le faire sur 3 mois, oh mon Dieu, on n'a pas vu. On a compris, madame, globalement. Que du saupoudrage. On a compris. Or, c'est quelque chose de fondamental. On le sait, madame. On le sait, madame. Vous voulez au final combien? C'est combien? Attendez, ce n'est pas une histoire de fond. Ce fonds, moi j'ai compris qu'on peut même l'inscrire dans la durée, aller au-delà des 30 ans dont Monseigneur parle. Ok, dans l'urgence, vous voulez combien dans l'urgence? Mais pourquoi vous m'interrogez mais pour réaliser l'alternance, et atteindre les 30 ans, madame, il faudrait partir de quelque part. Moi, je ne suis pas comptable, je n'ai pas pour habitude de tenir la comptabilité dans les initiatives auxquelles je participe. Ce qui m'importe, c'est que les fonds soient là et qu'on fasse au mieux avec ce que l'on a. Et Monseigneur a annoncé de 4 à 7 milliards et ça a suscité des critiques. J'ai dit, les gens qui ont critiqué n'ont pas lu, ou les gens qui ont critiqué n'ont pas de vision pour ce pays. N'ont pas de vision pour ce pays. Il ne s'agit pas de trouver de l'argent pour qu'il y ait un changement à la tête. So what? Et après, il y aura un changement. On aura tout accompli. On aura tout accompli. Comment allons-nous faire pour d'abord obtenir la victoire, gérer le pouvoir, mais aussi faire face aux enjeux d'éducation des populations pour qu'elles travaillent en symbiose. Est-ce que vous êtes irrité par ces critiques qui sont faites par notamment... J'avoue que je ne les comprends pas. J'avoue que je ne les comprends pas. Dans un système... Et je me dis, il ne faut pas que mes concitoyens donnent l'impression de vouloir une chose et son contraire. Mais dans un système démocratique, madame, dans un système démocratique, pourquoi vous êtes irrité par des gens qui n'ont pas les mêmes regards que vous? Non, je participe au débat. Je ne leur interdis pas
d'avoir leur avis, mais justement, parce qu'ils ont émis cet avis-là, je prends le plaisir aujourd'hui d'y répondre en dialoguant avec eux, en espérant que je les aurai convaincus. Je ne leur fais aucun reproche. Bien, merci madame. Nous venons de passer 45 minutes avec vous et la tradition veut également que les auditeurs puissent participer à l'émission avec les questions. Ils peuvent le faire sur les numéros de la radio 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Boga Koudoyo, c'est lui qui est à la technique, c'est lui qui va nous permettre d'insérer les auditeurs dans le direct. Est-ce que nous avons un premier auditeur? Allô, bonjour. Le premier auditeur, allô? Oui, bonjour, on vous appelle comment? Oui, Taoufik, vous êtes en direct. Votre question. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Taoufik. Nous avons appris que la CEDEAO, à travers ses fonctionnaires, revient encore pouvoir au Togo. Après avoir soutenu le pouvoir à empêcher la majorité de l'opposition qui était dans les rues en 2017 à être à l'Assemblée nationale. Madame, s'il vous plaît, s'ils reviennent encore, ne soyez pas avec eux. Et pour terminer, l'un des fondateurs de votre parti, la CDP, je vais parler de M. Bounedi. Est-ce qu'il y a encore au Togo? Et pourquoi ces bravos et courageux opposants qui ont affronté le régime dans les années 90 et aujourd'hui, depuis 2005 et chez Thèse? Merci, madame. Bien, merci Taoufik pour les deux questions. La première partie de la question concerne les dernières missions de la CEDEAO à Lomé. Dites-nous comment ça s'est passé cette semaine avec les émissaires de la communauté? Je ne peux pas dire que ça s'est bien passé. Je dois vous dire qu'il nous a fallu des efforts surhumains pour nous asseoir et échanger avec la délégation. Mais c'est normal, ça fait partie de notre rôle en tant qu'acteurs politiques. Et nous n'avons pas manqué de leur dire ce que nous pensons de la manière dont la crise a été gérée au Togo jusqu'à présent. Et nous leur avons dit la vérité. La vérité. C'est vrai que il y a des vérités qu'on répète pendant des années, mais qui ne sont pas prises en compte. Ce n'est pas pour autant qu'il faille les taire. Donc, nous leur avons dit, on sait, on se demande ce que vous allez en faire, mais nous ne nous fatiguerons pas de toujours vous dire la même chose. Et on leur a expliqué que ce que les Togolais demandent, ce ne sont pas des faveurs. Au fond, ce que les Togolais demandent, c'est de faire en sorte, c'est que la CEDEAO fasse en sorte que les élections aient lieu au Togo selon les standards internationaux auxquels la CEDEAO elle-même a adhéré. C'est pas de la mer à boire, sauf que ça demande la capacité d'appeler un chat un chat. Bien, la deuxième partie de la question de l'auditeur. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs des années 90 qui n'interviennent plus dans le débat public, notamment Léopold Messang-Ninavi. Est-ce qu'il est là? Bien sûr qu'il est là et on rend grâce à Dieu. Mais je voudrais dire à l'auditeur que ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas dans le débat public qu'il se désintéresse de la situation du Togo. Je peux le rassurer qu'il apporte sa contribution avec la discrétion qu'on lui connaît. C'est quelqu'un d'assez discret, mais avec toute l'efficacité à laquelle il tient. Donc, il ne se désintéresse pas de la situation du Togo, mais il participe à la réflexion, il fait des propositions, pas seulement au sein de la CDPA, mais dans d'autres cadres et auprès d'autres acteurs. Merci. Nous avons la question de Aaron. La question est laissée sur notre page Facebook. Il veut savoir si vous avez des contacts de prix avec, par exemple, le PNP de Tipi Achadam et l'ANC de Jean-Pierre Fabre dans le cadre de la recherche d'une candidature unique. Ben, ce que je voudrais dire
à cet auditeur et en même temps aux autres auditeurs qui, je le sais, tiennent beaucoup à la réalisation de la candidature unique, c'est que dans ce que la C14 a imaginé à un moment donné, c'est que pour faciliter la discussion et créer les conditions pour que cette candidature unique se réalise, eh bien, que d'autres acteurs interviennent dans le jeu. C'est pour ça que nous avons tout de suite accepté le principe de travailler avec Monseigneur, nous avons accepté le principe de travailler avec la société civile. Et nous avons imaginé que l'intervention de tous ces acteurs-là devrait être quelque chose d'efficace en termes de capacité à rassembler les acteurs qui, à un moment donné, étaient ensemble au sein de la C14 et qui, aujourd'hui, se sont séparés. Et ça fait partie des questions dont nous avons discuté avec Monseigneur. Et aujourd'hui, je peux dire que, principalement, c'est Monseigneur qui s'efforce. Hein, et je sais même, il a annoncé la dernière fois, vendredi, à une réunion qu'il a convoquée, à laquelle je n'ai pas pu participer personnellement, mais il a annoncé qu'il prenait des contacts formels maintenant, et je pense qu'on aborde une étape importante. Est-ce que ça ne va pas être difficile? Est-ce que ça va pas être difficile, notamment avec l'ANC? Mais ce n'est pas parce que ça va être difficile qu'il ne faut pas essayer. Mais moi, je pense, je suis convaincu. Vous voyez les défis auxquels nous sommes confrontés. Quel acteur objectif peut dire aujourd'hui qu'il y aura deux tours de scrutin pour l'élection présidentielle? Chacun voit que ce régime est en train de tout faire et que pour rien au monde, il n'accepterait qu'il y ait 2 tours d'élection. Donc nous sommes obligés de jouer le premier et le deuxième tour ensemble. C'est ça. Bien, merci. Deuxième auditeur, nous allons retourner au téléphone puisque nous avons des auditeurs qui attendent nos téléphones depuis quelques instants. Le deuxième auditeur, après Taoufik. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, votre nom? Oui, c'est Pélé. Pélé, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, Pélé. Comment ça va? Oui, très bien. Je vais vous dire de ce que le pays, vous connaissez déjà. Il y a un parti politique. Il est là pour la conservation du pouvoir avec les mêmes personnes. Ce que je vous ai dit, après dernier la CGR est arrivée, je vous ai raconté. Est-ce que vous lui avez posé la question de savoir si, a priori, qu'elle a fondu à fonctionner? Il y a la cour, qui devait être né, ce n'est pas né. J'avais dit, bon, la politique, là, on n'a pas dit ça. C'est tout la cour constitutionnelle. Maintenant, quel est son objectif maintenant? Est-ce que c'est très bien comment? Deuxième question, c'est concernant ce que notre institut est en train de faire. C'est de bonnes choses. Mais ça ne peut pas épargner l'ANC et le CNP. Et les fonds qui seront revenus, il est très bien que pour avoir des fonds, mais il faut une bonne organisation. Le régime n'a pas de pièce. C'est là où l'opposition ne se retrouve pas. Bien, merci Pélé pour les 2 questions. Sur la question des réformes, et notamment de la Cour constitutionnelle, je crois que cette question a évolué cette semaine avec les garanties qui sont données. Absolument. Puisque cette Cour va être reconstituée. Absolument. C'est un sujet dont nous avons discuté aussi. Et on a cru comprendre que la difficulté que le régime évoque, c'est le fait qu'il n'y ait pas encore de Sénat et que par ailleurs, en opérant les réformes, on a supprimé la disposition qui propose que certains membres de la Cour constitutionnelle soient désignés par le Sénat. Et nous avons dit, mais c'est vrai, c'est un problème.
Mais c'est justement pour ça qu'il faut que nous nous asseyions pour trouver des solutions concrètes. À cela, politiquement, ça peut se régler. Et donc, ils avaient l'air de dire, eh bien, de toute façon, on va faire en sorte que vos préoccupations soient prises en compte. J'observe quelques jours après que des initiatives sont prises et que les choses vont peut-être bouger, mais la question est de savoir est-ce que ça va bouger dans le bon sens. Et je voudrais demander exactement, qu'est-ce qui vraiment empêche le chef de l'État d'accepter de s'asseoir avec les responsables de la classe politique en tant que premier responsable d'un pays pour régler les problèmes que nous avons? Est-ce par une sorte de mépris à cette classe politique? Est-ce que ce que vous demandez... Jusqu'ici, on ne veut pas le faire et qu'on préfère au contraire annoncer des mesures unilatérales? Serions-nous devenus des parias qu'on ne devrait plus approcher? Ce que vous demandez, c'est de rencontrer en tête-à-tête le chef de l'État. Mais il est le premier responsable et on sait comment le régime fonctionne. On sait que rien ne se fait sans lui. C'est lui qui donne des indications précises que ses collaborateurs suivent. Alors, si on est animé du désir de régler véritablement les problèmes, ce n'est pas plus court et plus simple de s'asseoir soi-même ou alors ils considèrent que nous ne les méritons pas, nous ne sommes pas de son rang? Je voudrais savoir. Non, c'est vrai aussi que... C'est méprisant. C'est vrai aussi qu'il à la fin. C'est vrai aussi qu'il Parce que nous aspirons à gouverner ce pays là où il est. Ceux qui demandent à le rencontrer, il faut qu'ils sachent. Nous ne voulons pas être... Mais il vous a déjà rencontré cette année. Il vous a déjà rencontré cette année. Oui, mais vous avez rencontré une fois et ça n'a pas donné les résultats. Mais cela suppose qu'il ne vous méprise pas. Des promesses que vous n'avez pas tenues. Est-ce que cela ne suppose pas qu'il ne vous méprise pas? Mais non, cela ne suppose pas, puisque n'ayant pas réussi à régler les problèmes que nous avons posés, et étant donné que nous demandons à s'asseoir à nouveau, que toute la classe politique s'asseye, eh bien la moindre des choses, c'est de nous recevoir. Bien, merci. Bien, merci. La deuxième partie de la question, et ça porte également une nouvelle fois sur les 7 milliards, également et aussi l'ANC et le PNP, mais surtout sur la gestion éventuelle de ces fonds-là, puisque c'est de cela aussi qu'il s'agit quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux. Très bien, merci beaucoup. D'abord, en ce qui concerne la non-exclusion de l'ANC et du PNP, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec l'auditeur, et c'est des préoccupations que la plupart des Togolais ont aussi. Donc, j'ai dit tout à l'heure que des démarches sont faites principalement par Monseigneur cette semaine pour rencontrer tout le monde, tous les acteurs, et cela n'empêche, vous direz que nous aussi on discute, qu'on ait des discussions bilatérales. Et je pense que tout ça va converger à faire en sorte que nous puissions ensemble nous mobiliser autour de sur la gestion des fonds. Sur la gestion des fonds. Encore une fois, Monseigneur a annoncé que lui-même, il s'impliquera personnellement dans la gestion avec un groupe de 4 personnes. Est-ce que c'est suffisant? J'imagine que il ne va pas donner tous les détails là-bas, mais je suppose qu'une personnalité de son rang, qui a déjà eu dans sa vie sacerdotale à mobiliser des fonds, et qui prend l'initiative d'un fonds ouvert aux citoyens et ouvert à d'autres contributions à l'étranger, eh bien, attendez, on peut supposer quand même qu'il a le sens de redevabilité, qu'il sait qu'il doit mettre en place une structure à laquelle il annonce vouloir participer lui-même pour gérer. Encore une fois, je suis des débats sur les plateformes où les gens disent, il faut qu'on nous dise d'abord comment on va gérer. Je vous en prie, chers concitoyens,
il y a le feu. Le temps joue contre nous. Nous devons apporter, chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Faites confiance. Je ne sais, à l'âge de ce prélat-là, je ne sais pas ce qu'il va faire avec l'argent. Bien, merci madame, on a compris. Nous allons prendre cette question qui est laissée par Gervagos sur la page Facebook de la radio. La question concerne d'abord la mobilisation des médias et puis la question de la candidature unique. Il dit qu'après tout cela, que dites-vous de l'armée? Ah oui. Je lis là. Il a raison de parler je lis l'extrait de son intervention. Il dit candidat unique et tout, l'armée qui peut intervenir avant, pendant et après les élections une fois les résultats proclamés. Je suis d'accord avec lui que nous devons rassurer l'armée. Nous devons rassurer l'armée pour qu'il ait un comportement républicain qui consisterait à laisser la vérité des urnes être proclamée. Je ne veux pas et ne peux pas et ne peux en dire plus. Voilà. Nous allons retourner au téléphone, mais le temps d'avoir cette question de Sylvanus. Madame, est-ce que vous croyez à une alternance par les urnes? Ah, ça c'est aussi une bonne question. C'est aussi une bonne question. D'abord, je voudrais dire que je crois à l'alternance. Je crois, en dépit de tout ce qu'on peut voir comme agitation, de ces apparences-là, qui amènent certains à dire, allez, c'est plié, on ne peut plus. Non, non, j'y crois. Et mon rôle en tant qu'acteur politique, c'est de fortifier les citoyens qui éventuellement seraient tentés de se décourager en ce moment précieux de notre lutte. Par les urnes, mais oui. Bien, merci. Et j'imagine, attention. Mais j'ai compris, madame. Pas comme on le faisait. Pas comme on le faisait avant, mais en tirant le son de ce qu'on faisait avant pour que cette fois-ci la vérité des urnes soit proclamée. Bien, merci. Et c'est là où je pense qu'il doit, ce que je vais dire est très important. Il faut une collaboration entre les tenants de l'alternance par les urnes et ceux qui ne croient qu'au soulèvement. Une collaboration parce que je veux dire qu'en réalité, ce qui nous unit, c'est que nous tous, nous voulons l'alternance. Et que si on ne l'a pas, en cherchant à l'avoir par les urnes, eh bien, ce sera le droit des Togolais. S'ils voient qu'en réalité, encore une fois, on ne veut pas que ça se fasse normalement, qui leur reprocherait de se soulever? Bien, merci, merci madame. Nous allons soulever un peu partout en Afrique et dans le monde. Merci, on va retourner au téléphone. Allô? Allô, troisième auditeur après appelé. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom? Yoshua. Oui, parlez un peu plus fort, Yoshua, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Yoshua. J'ai deux questions pour vous cet après-midi. Oui. La première question consiste à vous demander, et il y a un ami qui m'a dit que, au fait que l'opposition n'a jamais boycotté l'élection législative, que c'est sciemment que vous avez laissé le terrain à l'UNI afin de pouvoir faire des réformes. Bon, ma deuxième question. Oui, allez-y. Ok, ma deuxième question concerne la candidature unique. Oui. Moi, à mon avis, c'est mon avis. Il y a un homme que je n'entends pas. Bon, vous ne mentionnez pas, M. Polinski. Que cet homme aussi est un peu proche du pouvoir. Ne serait-il pas un bon candidat que le pouvoir peut accepter facilement? Bien, merci Joshua pour les deux questions. Nous allons permettre à madame de répondre. Sur la première question, est-ce que vous avez boycotté sciemment l'élection de 2018? Mais moi, je pense que celui qui a dit ça à notre concitoyen Yoshua fait partie de la machine qui est mise en œuvre pour démobiliser les Togolais. Et en tout cas, c'est faire preuve d'une mauvaise foi caractérisée que de dire ça. Pourquoi? Parce que vous pensez que cette réforme-là, que
le régime a eu affaire avec des opposants nommés, vous pensez que ça nous satisfait, nous, et que ça satisfait les populations? Alors pourquoi aurions-nous exprès refusé d'être là en majorité pour faire les réformes telles que le peuple décide? Vraiment, M. Yoshua, je vous exhorte à balayer d'un revers. Bien, merci. La deuxième partie de la question. Gilles Christ-Olympio, c'est vrai que c'est l'actuel chef de file de l'opposition. Est-ce qu'il ne ferait pas un bon candidat unique des forces démocratiques? Mais la question préalable est de savoir si il se considère comme ayant des choses en commun avec les forces démocratiques qui veulent réaliser cette candidature unique, et est-ce qu'il est pour la candidature unique? En principe, on ne devrait exclure personne, mais on ne peut pas donner à boire à un ananas. Bien, merci madame. Nous avons cet auditeur qui est avec nous en studio. Bonjour, votre nom? Bonjour madame. Bonjour. Mon nom c'est Erouvi Kofi Bagnon. Enchanté, monsieur. J'ai deux questions. Oui. Je voudrais savoir par rapport à la question des droits de l'homme. Oui. Comment comprenez-vous la célérité avec laquelle le gouvernement agit quand il s'agit d'interpeller les personnes comme soupçonnent de porter atteinte au pouvoir et aux institutions de la République, quitte à violer les droits de ces personnes, alors qu'il y a eu une série de braquages dans ce pays, mais jusqu'alors, on ne nous a présenté aucun braquage. La deuxième question, c'est par rapport à la présidentielle de 2020. Je voudrais demander simplement, est-ce qu'on peut espérer? Merci. Bien, merci pour les deux questions. Merci la première partie de la question. Oui. Mais sur cette première partie, je ne sais pas si il ne faudrait pas relativiser ou pas, parce que sur la question des braquages aussi, la police a de temps en temps présenté un certain nombre de braqueurs qu'elle a arrêtés. Oui. Mais vous savez, il y avait des situations dans lesquelles les Togolais n'étaient pas convaincus. Hein? Maintenant, en dehors des braquages, il y a eu aussi des actes qui ont été posés par des milices contre les manifestations de l'opposition. Nous, il nous est arrivé, pendant les manifestations à l'époque, d'arrêter des individus qui s'étaient introduits dans nos rangs avec l'intention manifeste d'agresser. Ils étaient armés pour cela, et qu'on a remis entre les mains de la police, mais qui ont été relâchés. On ne leur a rien fait. Et dans le même temps, il observe à juste titre que on s'acharne sur des individus, et très rapidement on les fait passer pour des djihadistes sans pouvoir convaincre encore une fois. Tout ça, moi, ce que ça m'inspire comme commentaire, c'est que ça montre encore une fois que nous ne sommes pas encore en démocratie. Et il y a un véritable recul en matière de droits de l'homme, et je souhaite bien de plaisir à la Commission des Nations Unies en mars, qui va devoir écouter. Merci. Sur la deuxième partie de la question 2020, il dit s'il faut espérer ou pas? Il faut espérer. Pourquoi ne faut-il pas espérer? Il faut espérer parce que nous sommes encore dans le combat et rien n'est joué. Et ce qu'on vous montre comme indicateur là, ça participe du combat psychologique pour vous abattre. Ne tombez pas dans ce piège, parce qu'il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien en dessous. Merci. Soyons déterminés pour mener notre combat jusqu'au bout. Il faut espérer, c'est ce qu'on retient de ce que vous dites là. Absolument. Bien. Nous allons repartir avec le prochain auditeur qui est là, qui est déjà assis en face de vous, madame. Votre nom? Merci, monsieur le directeur. Merci, madame la coordinatrice. Je me nomme monsieur Podar Jacques. Et ma question, pourquoi la C14 ne soutiendrait pas un de ses partenaires déclarés candidat à l'élection présidentielle en lieu et place d'une éventuelle investiture d'un autre candidat?
Ok, bien, merci. Merci infiniment pour cette question qui m'offre l'opportunité d'expliquer un certain nombre de choses. Vous me demandez pourquoi on ne soutiendrait pas un ex-membre de la C14 comme candidat unique. Mais fondamentalement, ce qui a opposé les membres de la C14, au fond, ce qui a emmené un certain nombre de membres de la C14 à sortir de cette coalition, c'est justement parce qu'ils ne sont pas dans cette logique de candidature unique, ou étant dans la logique, ils ne sont pas sûrs qu'ils seront le candidat unique. Bon, nous, qu'ils soient partis, mais nous reconnaissons que ce n'est pas une bonne chose, parce que plus on élargira la base de ce candidat unique, eh bien mieux nous serons en mesure de le défendre et de faire triompher sa candidature. C'est pour ça que nous pensons que des démarches doivent encore être faites. Et je vous ai dit, c'est fait. Maintenant, il faut que ces gens-là acceptent la candidature unique et qu'ils acceptent de jouer le jeu. Vous ne pouvez pas dire « je veux la candidature unique » à condition que vous vous aligniez derrière moi. À cette allure, on ne choisirait jamais le candidat unique parce que tout le monde trouvera un argument pour dire « c'est derrière moi ». Au contraire, il faut venir en se disant « je crois que c'est ensemble que nous allons pouvoir imposer les forces démocratiques à notre adversaire commun. Si on ne me choisit pas, je jouerai quand même le jeu, parce que de toute façon, ce candidat unique ne pourra rien faire tout seul. Bien, merci, madame. Une équipe. Madame, on a compris le développement et vous ne soutiendrez pas pour l'instant là. Non. Il faut que la personne vienne. Oui, j'ai compris. Et que la personne. On a compris. Il faudrait que la personne vienne d'abord. Il faut qu'il vienne dans le couloir. Unique. Et puis, ben, on a compris. Votre nom. A priori. Oui. Moi, je réponds au nom de Doké Kossiachou. Doké, oui, allez-y. Je dis bonjour à madame. Je voudrais poser deux questions à madame. Et si nous lisons un peu l'actualité sociopolitique depuis 2018, et où il y a eu la mise en place, il y a eu les élections législatives où les députés ont été dégagés, il y a eu des réformes qui ont été faites. Et aujourd'hui, je voudrais poser la question de savoir, est-ce que ces réformes, puisqu'aujourd'hui on dit que la classe, les députés sont nommés, est-ce que ces réformes aujourd'hui ne constituent pas une retombée positive qui aujourd'hui vous donne droit à pouvoir aller au moins, comment l'appelle-t-on, se présenter aux élections présidentielles qui donnent aujourd'hui droit à deux... oui, ça veut dire tout. Oui, on a compris. Voilà la première question. Secondo, il y a une polémique autour de notre émérite Monseigneur Podjero qui, par rapport à sa biographie, c'est quelqu'un que nous savons qu'il a tant joué dans la vie politique au Togo, surtout lors des années 90, au cours de la conférence souveraine. Mais aujourd'hui, nous voyons que sa position aujourd'hui est plus penchée sur une partie de l'opposition. Est-ce que cela crée maintenant, comment l'appelle-t-on, une division un peu, ceux-là qui soutiennent et ceux qui ne le soutiennent pas? Est-ce que cette position nous donne une crédibilité aujourd'hui? Bien, merci. Donc, madame, brièvement pour les questions, les deux. Chers concitoyens, oui, on a la réforme aujourd'hui. On peut aller, il faut élire le président de la République avec un mode de scrutin à 2 tours. Très bien, c'est une avancée. Mais si vous m'avez écouté, vous avez compris que cette avancée ne sert à rien maintenant. Ça ne servira à rien de vouloir en profiter aux prochaines élections. C'est une avancée pour le futur, quand nous aurons la démocratie. Mais en dehors de cette réforme précise que vous visez, vous savez très bien qu'il y en a une autre qui est plus importante pour les Togolais et qui est que
on ne peut pas gouverner ce pays pendant plus de 10 ans. Et qu'en fonction de ce desiderata profond en nous, nous ne voulons plus voir l'actuel chef d'État continuer à diriger le Togo. Il faut dire ce qui est moi mon rôle en tant qu'acteur politique, c'est de parler un langage de vérité. Je dis la vérité, qu'on ne me dise pas que je suis agressive, je suis ceci, cela. Et vous savez très bien que les Togolais, en voulant cette réforme précise, veulent que ça prenne effet maintenant. Et vous voyez comment le régime a manœuvré pour nous écarter des législatives et faire cette réforme-là d'une manière qui l'arrange. D'où ce mouvement de non au 4e mandat. Est-ce qu'on a quel problème on a résolu? Madame, on va se prévaloir encore de la légalité. Que vaut la légalité sans la légitimité? C'est ça qui apporte la paix à un pays. Madame, par rapport... la paix pour qu'on puisse le développer. Madame, écoutez-moi. Par rapport au 4e mandat, non au 4e mandat, il y a ce mouvement du jeune Sativi Foli qui est en grève de la faim. Et ça a été une surprise pour un certain nombre d'acteurs cette semaine. Il était devant le siège de l'ANC et puis devant le siège du PNP. Quel commentaire suscite chez vous C'est un jeune que moi je voudrais féliciter pour son engagement. On peut apprécier les formes dans lesquelles il exprime cet engagement, mais je considère que ce qu'il y a d'extrêmement positif, c'est la détermination avec laquelle, en tant que jeune, il veut contribuer à régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voilà ce que je bien, merci. La deuxième partie positif et comme exemple. La deuxième partie de la question de Doké portait également sur Monseigneur Philippe Fanoko-Podro. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter un mot par rapport à... Concitoyen, je vais ajouter un mot. Quand il dit qu'il semble pencher vers une partie de l'opposition, je ne sais pas si vous faites allusion à la C14, mais je vous dis aujourd'hui que dans le cadre qui est mis en place à l'initiative de Monseigneur, aujourd'hui, on retrouve des partis de l'actuel C14. Hein? Les gens parlent de reliquats ou de je ne sais quoi. La C14, c'est la C14, qu'on le veuille ou pas. Il y a les partis de l'actuel C14, il y a les partis qui étaient anciennement membres de la C14 et il y a d'autres partis qui n'étaient même pas de la C14. Il y a des candidats qui sont des candidats indépendants. Alors, jugez-en vous-même. Est-ce que vous pouvez tirer véritablement cette conclusion qui consiste à dire il est penché d'un côté? De quel côté donc? Vous pouvez me le dire. Et j'ajoute aussi, je vous l'ai dit, c'est une information que moi j'ai reçue en même temps que vous, vendredi, puisqu'il a fait une vidéo. Je ne sais pas si la vidéo ne circule pas, en tout cas la déclaration au cours de la réunion a été enregistrée où il dit: je prends mon bâton de pèlerin, je rencontre tous les chefs de parti cette semaine. Bien, merci. Merci, madame. Nous allons retourner au passé. Nous allons retourner dans ce passé-là. Et comme on l'a fait il y a quelques minutes, nous allons écouter encore un certain nombre d'acteurs qui ont eu l'honneur de répondre à nos invitations. Et on va les écouter. Je dis, le chemin est trop long. C'est pénible même par moment. Parce que lorsque moi j'ai commencé mon combat politique, disons en 85, en tant que député indépendant, dans une assemblée monolithique, et puis avec le soulèvement populaire de 90, on s'attendait à ce que, au plus tard, dans 5 ans, on jouisse de l'alternance. On n'a pas jusqu'ici. Donc, c'est avec beaucoup d'amertume que nous vivons cette situation. Depuis les élections pluralistes, on parlait de 1998 et pendant un certain nombre d'années, le paysage politique togolais était bipolarisé. Et c'est dommage. Parce que lorsque c'est un tour, il y a la tentation vers des clivages idéologiques. Je suis pour l'instant président de la CENI et je viens de dire que la CENI ne parle pas de politique, ne discute pas de la politique, elle est indépendante. Et donc c'est dans le cadre de cette indépendance de la CENI que tout se joue là-bas et tout sera fait en temps réel.
au moment venu. Donc c'est clair, nous avons demandé à retourner parce que nous n'avons jamais démissionné. Cela a été matérialisé 10 minutes après la décision de la Cour constitutionnelle. Nous avons écrit pour leur répéter que nous n'avons jamais démissionné. Nous mobiliserons. Mais alors là, nous mobiliserons nos militants, nos sympathisants et tous les Togolais qui ne veulent plus de l'injustice dans ce pays. Ça, c'est le premier front. Le deuxième front, c'est le front diplomatique. Nous ferons le tour du monde. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous ferons le tour du monde. Nous irons vers les chefs d'État de la CEDEAO pour leur dire, voilà, une institution que vous-même vous aviez mise en place, il y a un des vôtres qui ne l'a pas respectée. Nous irons les voir. Nous irons voir également tous les chefs d'État et les institutions internationales qui s'impliquent dans les problèmes du Togo. Donc voilà, comment voudriez-vous que dans ces conditions, on puisse engager des discussions franches avec un pouvoir qui refuse de dire la vérité? Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas l'UFC qui a trait l'État togolais devant la juridiction. Ce sont les 9 ex-députés qui l'ont fait. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont présentés d'abord devant le tribunal de Lomé, ensuite ils sont allés à l'Union interparlementaire, ensuite ils sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO. Je crois que même s'ils ne font pas confiance aux institutions togolaises, au moins la Cour de justice de la CEDEAO font pleinement confiance. Vous m'avez posé la question, je suis avocat de métier moi-même. Effectivement, j'ai pris connaissance du contenu de cet arrêt. Je dois vous avouer, en toute humilité, et je crois que nos amis démissionnaires le feront également, ni dans le dispositif de l'arrêt, ni dans les motifs de la décision, la réintégration, qui est leur principale demande, c'est la principale demande qu'ils ont portée devant le tribunal, hélas, pour eux, nulle part la Cour n'en fait état. Et je dis, quand on parle souvent du droit, tout le monde pense qu'il peut parler du droit, alors que lorsqu'on parle de médecine, tout le monde n'est pas spécialiste de la médecine. Mais j'ai écouté les journalistes qui n'étaient pas des juristes et qui ont fait quand même une lecture, je vais dire, correcte de ces textes. Cela voudrait dire que ce ne sont pas des problèmes très difficiles à résoudre sur le plan juridique. Il existe des situations effectivement où il faut faire appel peut-être à des principes, beaucoup de nuances, mais ici ce n'était pas le cas. Manifestement, moi je croyais que c'était évident que le texte était contraire à la Constitution. Mais vous savez, et nos députés ne sont pas là, du moins les députés togolais dans la situation actuelle, ce n'est pas leur problème que les textes soient conformes ou non à la Constitution. Il suffit que le pouvoir politique leur demande de faire, ils le font. Et ce que je dis, ce n'est pas une insulte, eux-mêmes le savent. 5 minutes. Et puis le vrai problème du refus de l'alternance, c'est le refus même du respect des lois, de la Constitution, des lois de la République. Donc tout ça là, ça ridiculise nos pays et ça retarde dramatiquement le développement de nos pays. Bien, merci. Nous venons d'écouter successivement Maître Yaovia Bouibo, Madame Aguiga, elle était présidente de la CENI à cette époque, et Lawson Patrick, vice-président à l'ANC, Jean-Claude Romao de l'Union des forces de changement, le professeur Oulou, et puis Éric Dupuis. Et Madame, il y a certains qui voudraient que je pose forcément les questions. C'est clair qu'il faudrait rappeler aux amis auditeurs que nous n'aurons pas le temps de poser toutes les questions. C'est comme ça la règle du jeu. Il y a certains auditeurs qui sont également en ligne. Nous n'aurons jamais le temps de les avoir tous parce que ceux qui nous écoutent sur l'étendue de Lomé, ils sont nombreux, ils sont en ligne et ils sont également sur les réseaux sociaux. Nous n'aurons jamais le temps de les avoir tous. Il nous reste environ 4 minutes pour finir cette émission. Nous allons malheureusement la continuer ici. Madame, vous l'avez écouté, ce dernier extrait. Et est-ce que vous avez un commentaire à faire? Le seul, c'est que on n'a pas beaucoup bougé en 10 ans. On croirait entendre des acteurs
commenter la situation d'aujourd'hui. Les problèmes sont restés les mêmes. Et mon souhait, puisque nous sommes à la fin, c'est qu'il y ait une prise de conscience de ce régime. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. On fait perdre d'énormes opportunités au pays. Des générations entières sont sacrifiées. On ne prépare pas l'avenir du Togo et la responsabilité première incombe à ceux qui sont à la tête de ce pays. Mon souhait est qu'ils écoutent enfin les Togolais et qu'ils jouent le jeu de la transparence, et le jeu de la démocratie, qu'ils arrêtent d'instrumentaliser et qu'ensemble on avance sans qu'on ait à couper des têtes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ou à régler des comptes. Voilà. Et mon deuxième mot, ce sera pour dire aux Togolais, oui, on tourne en rond, mais ça dépend de nous si nous voulons finalement terminer ce combat-là. Et je crois que si chacun fait sa part, j'exhorte chacun à apporter sa contribution de diverses manières. Il y a un fonds qui est lancé. Faisons l'effort de contribuer à ce fonds-là, parce qu'on a besoin de moyens pour faire triompher nos objectifs. Faisons l'effort de répondre aux appels. Et la société civile a organisé une rencontre, une manifestation. La dernière fois, d'abord un meeting et une manifestation. Nous avons vu que la plupart des Togolais, la majorité qui veulent le changement dans ce pays, sont restés chez eux. On n'obtiendra pas le changement en restant chez nous. À moins que vous n'ayez changé d'avis, à moins que vous ne veuillez subir cette situation-là d'exploitation et d'esclavage. Si nous n'avons pas changé d'avis, eh bien, donnons-nous les moyens de gagner. Et c'est possible en 2020, nous gagnons. Bien, merci madame. Nous avions commencé cette émission par parler des droits de l'homme. Nous allons la clôturer en parlant une nouvelle fois des droits de l'homme, puisque nous avons des documents qui nous ont été offerts dans le cadre des 10 ans de nos émissions politiques. Ces documents-là ont été offerts par la CAT Togo. Madame, je vous en offre 2, puisque d'habitude vous venez à l'émission en étant seul au plateau, mais toujours très accompagné. Je vais en offrir également aux auditeurs qui sont venus rester avec nous jusqu'à la fin de ce rendez-vous. Précieux. Et puis il y a cette question-là que je vous ai posée en décembre de l'année dernière. Et curieusement, la même question m'est revenue, madame. Nous sommes à quelques jours de Noël, nous sommes à quelques jours de Nouvel An. Et l'année passée, vous m'avez donné une réponse. Je vous repose la question, si vous me redonnez la même réponse, je dirais que vraiment, nous n'avons pas véritablement évolué. Comment est-ce que vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année? Ah ben, malheureusement, je répondrai dans le même sens. Vous voyez très bien, moi je vois mes voisins, ce que je côtoie au bureau, dans mes diverses activités sociales. J'ai discuté cette semaine énormément avec les femmes du marché. Elles me disent rien ne se passe dans les marchés. Et c'est malheureux, donc je vous réponds de la même manière, mais en ayant beaucoup d'espoir. Moi, je suis convaincu, en ce temps de l'Avent 2019, je pense que l'Avent 2019 sera un Avent que nous n'oublierons jamais. Le petit Jésus que nous attendons, eh bien, il viendra. Il viendra, mais cette fois-ci aussi avec la démocratie. Bien, merci madame Brigitte Adjamagbo Johnson. Merci d'être venue au D12 de ce dimanche 15 décembre 2019. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Je vous retrouve dimanche prochain pour un autre programme. Merci à Venceslas Boga Koudoyor pour la mise en onde technique. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.